Le sentiment d'être invisible, Lucas Duval le connaissait bien. Père célibataire, il accumulait les heures de travail pour simplement maintenir l'électricité allumée, tout en observant sa fille de 8 ans, Chloé, grandir si vite que ses chaussures devenaient trop petites avant qu'il n'ait les moyens d'en acheter de nouvelles. À la mort de son grand-oncle, qui lui légua un garage délabré, tout le village normand de Val-de-Gris s'est esclaffé en voyant le pauvre mécanicien hériter d'un amoncellement de débris. Cependant, Lucas avait tort. En colmatant une brèche dans la toiture, il mit au jour une pièce dissimulée, abritant une collection de voitures anciennes estimée à 175 millions. Des Ferrari, encore des Ferrari, un prototype Shelby, et même une rarissime Bugatti de 1938, en parfait état de conservation, semblait l'attendre. Cette trouvaille le propulsa dans la richesse du jour au lendemain, mais attira également une nuée de prédateurs. Des promoteurs convoitaient son terrain. Des collectionneurs désiraient ses voitures, et le village réclamait sa part du gâteau. La véritable énigme n'était pas l'origine de ces voitures, mais la raison pour laquelle son oncle les avait dissimulées plutôt que de les vendre pour secourir leur village en déclin. Ce que Lucas s'apprête à découvrir sur le dessein secret de son oncle est stupéfiant. Avant de continuer, indiquez-nous votre lieu d'écoute. Et si ce récit vous émeut, n'oubliez pas de vous abonner, car une surprise encore plus spéciale vous attend demain. Une brume matinale enveloppait Val-de-Gris comme un suaire, s'accrochant au terrain vague où la scierie se dressait jadis. Lucas Duval manœuvra sa vieille Renault 4 corrodée dans l'allée de sa modeste maison de campagne en location, le moteur émettant sa plainte habituelle avant de s'éteindre. Par le pare-brise lézardé, il apercevait le visage de Chloé collé à la vitre du salon, son souffle créant un halo de buée pendant qu'elle attendait son retour. À 32 ans, Lucas portait sur ses épaules le fardeau d'un homme qui en aurait le double. Des années penchées sur des moteurs l'avaient laissé avec une posture voûtée, et ses mains étaient imprégnées de taches de cambouis que nul frottement ne pouvait effacer. Les sillons qui marquaient le coin de ses yeux n'étaient pas le fruit de la joie, mais de l'effort de déchiffrer des manuels techniques sous la lueur blafarde d'une ampoule, tirant sur chaque centime jusqu'à l'extrême limite. « Papa !» Chloé bondit hors de la maison avant même qu'il n'ait pu couper le moteur. Ses bras frêles s'enlacèrent autour de ses jambes avec cette force passionnée propre aux enfants de 8 ans. Elle exhalait un parfum de shampoing à la fraise, celui qu'il achetait par lot de 3 en promotion, et ses cheveux bruns, héritage de sa mère Marion, étaient noués en une queue de cheval fatigué. « Bonjour, ma petite artiste de la mécanique », lança Lucas, la hissant dans ses bras en dépit de la douleur dans son dos. « Quelle a été ta création du jour ?» Le regard de Chloé s'illumina, comme à chaque fois qu'elle évoquait ses constructions. Elle passait son temps à ériger des univers complexes avec des boîtes en carton et du gros ruban adhésif, donnant vie à des châteaux, des fusées et des royaumes enchantés à partir de matériaux de récupération. « J'ai fabriqué un garage pour mes petites autos », déclara-t-elle avec orgueil. « Il y a une salle secrète pour les voitures les plus précieuses. » Lucas sentit sa gorge se nouer. Même à son jeune âge, Chloé saisissait l'idée que certains trésors méritaient d'être protégés des regards. Il la porta à l'intérieur de leur petite demeure, conscient du craquement du plancher sous ses pas et de la lumière du jour qui soulignait impitoyablement chaque fissure des murs. Le salon, bien que modeste, était ordonné, meublé d'un divan d'occasion et d'une table basse que Chloé l'avait aidé à fabriquer avec du bois récupéré. « Fais-moi voir », dit-il en la posant sur le tapis élimé. Chloé s'éclipsa dans sa chambre pour en revenir avec une boîte à chaussures métamorphosée en un garage sophistiqué. Elle y avait découpé des portes et des fenêtres, coloré les murs à l'aquarelle, et ajouté des détails minuscules comme un compresseur d'air fait d'un bouchon et d'un bout de ficelle. À l'intérieur, délicatement posé sur du coton, se trouvaient ses plus grands trésors, une collection de voitures miniatures acquises au fil des ans, chaque modèle étant un cadeau d'anniversaire ou de Noël infiniment précieux. « Regarde », fit-elle en soulevant un PAN de la boîte, révélant un compartiment secret. « Les voitures vraiment exceptionnelles sont cachées ici, pour que personne ne les abîme. » Lucas contempla ce garage miniature, une émotion indéfinissable l'envahissant. « C'est merveilleux, Chloé. Absolument merveilleux. » Madame le roi dit que l'imagination, c'est la télé du pauvre, rapporta Chloé avec un détachement surprenant, tout en alignant ses voitures avec le soin d'une commissaire d'exposition. « Mais moi, je trouve ça mieux que la télé, parce qu'on peut inventer tout ce qu'on veut. » Monique Leroy, leur voisine, s'était investie de la mission de rappeler à Lucas et Chloé leur rang dans l'échelle sociale de Val-de-Gris. Elle était la gardienne auto-désignée de la bienséance locale, une femme pour qui la valeur d'une personne se mesurait à la fraîcheur de sa voiture et à la superficie de sa maison. Lucas avait appris à faire la sourde oreille à ses piques,
mais il souffrait de voir Chloé y être exposée. Madame Leroy ne comprend rien, affirma Lucas avec conviction. L'imagination est l'un des biens les plus précieux que l'on puisse posséder. Val-de-Grès fut jadis une cité industrielle florissante, un de ces lieux où 3 générations pouvaient œuvrer dans la même usine, où les vies de chacun étaient un livre ouvert, et où un homme pouvait nourrir sa famille par la force de son travail. L'aciérie employait près de la moitié des habitants, et les commerces alentour bistrots, quincailleries, coiffeurs vivaient au rythme des salaires qu'elle distribuait. C'était avant sa fermeture, 5 ans plus tôt, qui avait emporté non seulement les emplois mais aussi l'âme du village. Désormais, Val-de-Grès était un alignement de façades closes et de pancartes, à vendre, un lieu que les jeunes fuyaient après leurs études et où les anciens s'accrochaient par habitude ou par manque de moyens. Lucas était resté pour Chloé, parce que Marion, sa mère, y avait ses racines, et parce que partir coûtait un argent qu'il n'avait pas. Il avait monté son petit garage à la sortie du village, subsistant de vidange et de réparation de freins, toujours au bord du gouffre. Les villageois le toléraient, ayant besoin de ses services, mais lui rappelaient sans cesse son statut d'étranger. Lucas venait de la région parisienne, enfant de la DAS ballotté de foyer en foyer. La mécanique, il l'avait apprise non d'un père absent mais de Georges, un vieux mécanicien au cœur bourru qui avait pris sous son aile un adolescent sans attache. Quand Marion l'avait ramené à Val-de-Grès 8 ans auparavant, enceinte et pleine de rêves, il avait tenté de s'acclimater, mais les petites bourgades ont la mémoire tenace et une méfiance naturelle pour les nouveaux venus. Marion avait péri dans un accident de la route lorsque Chloé avait 3 ans, le laissant seul avec sa fille dans un environnement où il ne s'était jamais senti chez lui. La compassion du village, bien que réelle, fut éphémère. Il était redevenu le mécanicien qui réparait leur voiture et élevait sa fille en silence, en marge de la communauté. « Papa, ça ne va pas ?» s'enquit Chloé, le scrutant avec cette clairvoyance déconcertante des enfants. « Juste pensif », répondit Lucas en esquissant un sourire. « On passe en cuisine ?» Leur cuisine était exiguë, mais Lucas y avait développé une efficacité redoutable. Il sortit de quoi préparer un bœuf bourguignon, un classique réconfortant. Assise à la petite table, Chloé s'appliquait à ses devoirs, son crayon glissant sur le papier. « On étudie les arbres généalogiques », annonça-t-elle distraitement. « Je dois parler de nos parents. » Lucas suspendit son geste. L'arbre généalogique de Chloé était bien maigre. Les parents de Marion étaient décédés avant même qu'elle naisse, et l'histoire familiale de Lucas n'était qu'une succession d'abandons. Son seul parent par le sang était son grand-oncle Pierre, le frère du grand-père de Marion, une figure quasi spectrale. « Parle-moi encore du grand-oncle Pierre », demanda Chloé, comme devinant ses pensées. Lucas n'avait vu Pierre que 2 fois. La première, aux obsèques de Marion, où le vieillard était resté en retrait, lui adressant un signe de tête laconique avant de s'évanouir. La seconde, 3 ans après, quand Pierre était apparu à l'improviste dans son garage, au volant d'une somptueuse Facel Vega Excellence de 1960, comme neuve. « C'est ton arrière-grand-oncle, pour être exact, » corrigea Lucas, tout en touillant son plat. « Le frère du grand-père de Marion. Il doit approcher les 80 ans. Et que fait-il ? Aucune idée précise. Il a un vieux garage sur la départementale des 47, mais il est toujours fermé. Ta mère disait qu'il a toujours été un peu énigmatique. » Lors de cette seconde rencontre, Pierre s'était montré courtois mais distant, inspectant l'atelier de Lucas, ses outils, et s'informant de son travail avec une curiosité mesurée. Il avait paru apprécier le savoir-faire de Lucas, mais était resté muet sur sa propre vie. En partant, il lui avait tendu une carte de visite, Pierre Dubois, restauration automobile. Mais le numéro indiqué n'était plus attribué. « C'est peut-être un espion », imagina Chloé, son esprit fertile déjà à l'œuvre. « C'est une possibilité », concéda Lucas, pensant toutefois que la réalité était sûrement plus prosaïque. Pierre n'était sans doute qu'un vieil homme nostalgique, son garage un mausolée dédié à une époque révolue. Après le repas, Lucas aida Chloé avec ses leçons. Elle lui raconta sa journée, vive et intelligente, peut-être trop pour un village qui offrait si peu de perspectives. Il avait commencé à épargner pour ses études, quelques euros par-ci par-là, mais à ce rythme, il lui faudrait une éternité pour financer ne serait-ce qu'un BTS. Madame Patisson m'a suggéré de participer aux Olympiades de la connaissance, dit Chloé, relevant la tête de ses exercices. Mais je préfère bricoler des voitures avec toi. Une pointe de douleur traversa Lucas. Tu devrais y aller, ma puce. Tu as l'intelligence pour réussir tout ce que tu entreprendras.
Mais j'aime les voitures, et j'aime le travail manuel, comme toi. Il n'y avait aucune honte à cela. Mais Lucas aspirait à plus pour sa fille. Il voulait qu'elle ait le choix, qu'elle découvre le monde au-delà des limites de Val-de-Gris. Il voulait lui épargner l'humiliation de compter ses pièces pour acheter du lait, et le poids du regard des autres qui vous jugent inférieur. Tu peux aimer la mécanique et participer aux Olympiades, dit-il avec douceur. L'un n'empêche pas l'autre. Chloé médita sa réponse avec un sérieux papal. D'accord, mais je veux continuer à t'aider au garage. C'est un marché. Plus tard dans la soirée, Chloé couchée, Lucas s'attabla dans la cuisine devant une tasse de café et une pile de factures. Les chiffres étaient sans pitié: loyer, électricité, nourriture, école, assurance. Chaque dépense érodait son maigre salaire, ne laissant rien pour l'imprévu ou le superflu, comme des chaussures neuves. On frappa à 21h30, alors qu'il se demandait s'il pouvait retarder le paiement de l'assurance. Sur le seuil se tenait une jeune femme en tailleur strict, les cheveux sagement noués, un attaché-caisse à la main. Monsieur Duval? Sophie Girard, du cabinet Girard et Associés. Je viens vous voir au sujet de votre grand-oncle Pierre. Une boule se forma dans l'estomac de Lucas. Les juristes n'étaient jamais porteurs de bonnes nouvelles. Qu'y a-t-il? J'ai le regret de vous informer du décès de monsieur Pierre Dubois la semaine passée. Je suis ici pour les dispositions de son testament. La nouvelle l'assomma. Il connaissait à peine Pierre, mais il était son unique lien avec la famille de Marion, son seul ancrage à quelque chose de plus grand que sa propre vie précaire. Toutes mes condoléances, poursuivit l'avocate. Cependant, je crois que monsieur Dubois vous a réservé une surprise de taille. Lucas la fit entrer, vérifiant d'un œil que Chloé dormait bien. Il dégagea la table et lui proposa une chaise. Votre grand-oncle a laissé des directives très claires, expliqua Sophie Girard en sortant un volumineux dossier. Il voulait que sa propriété sur la D47, le garage et les terres attenantes. Lucas dévisagea les documents, peinant à assimiler l'information. Le garage? En effet. Son testament stipule qu'il vous revient car, je cite, « Ce garçon sait comment réparer ce qui est brisé ». Un rire nerveux échappa à Lucas. Le garage de Pierre, ce lieu énigmatique et perpétuellement fermé, qui n'avait sans doute pas vu l'ombre d'un client depuis des lustres. C'était un geste généreux, mais que faire d'un second garage quand le premier suffisait à peine à le faire vivre? Ce n'est pas tout, ajouta Sophie en exhibant un jeu de clés. Monsieur Dubois a également laissé des instructions précises quant à l'usage de la propriété. Il souhaitait que vous lisiez cette lettre avant de vous y rendre. Elle lui tendit une enveloppe jaunie par les années, son nom calligraphié par Pierre. Lucas la soupesa, y sentant plus que le poids du papier. Je me dois de préciser, conclut Sophie en rangeant ses affaires, que la propriété est grevée de dettes, principalement des impôts locaux impayés. Vous avez 90 jours pour les régler, sous peine de saisie. L'éphémère espoir de Lucas s'évanouit. Des dettes, évidemment. Il y avait toujours des dettes. Après son départ, Lucas resta seul dans sa cuisine, la lettre de Pierre en main, hésitant à l'ouvrir. Dehors, Val-de-Gris sommeillait sous un voile de brume, un village peuplé de gens qu'il avait depuis longtemps marginalisés. Demain, il rirait sans doute de le voir hériter d'un fardeau supplémentaire. Mais ce soir, un bref instant, Lucas se permit de rêver. Peut-être que Pierre lui avait légué plus qu'une bâtisse en ruine et des créances. Peut-être lui avait-il offert une porte de sortie. Il décacheta l'enveloppe et lut. Le message de Pierre était concis, rédigé de la même écriture appliquée. Lucas, si tu lis ces lignes, je ne suis plus de ce monde, et tu te demandes sans doute que faire de ce vieux garage. Ne permets à personne de le détruire. Il recèle plus que ce que l'œil peut voir. Trouve la clé de laiton, fixée sous le tiroir du 3e établi. Lorsque tu découvriras mon secret, rappelle-toi que certains trésors se partagent, ils ne se vendent pas. Le village a besoin de ce que j'ai préservé. Tu comprendras. Fais confiance à ton instinct, mon garçon. Tu as des mains habiles et un cœur juste. Pierre. Lucas relut la lettre à 3 reprises. Les mots semblaient énigmatiques, presque décousus, mais le ton de Pierre dénotait une intention claire, loin des divagations d'un vieil homme. Pierre était un homme méthodique. Lucas s'en souvenait. Chaque mot avait été pesé. Le lendemain matin, après avoir déposé Chloé à l'école,
Lucas prit la direction de la D47. Le garage de Pierre se dressait au bout d'un chemin de gravier, envahi par les herbes folles et dominé par de grands chênes. Le bâtiment était plus imposant qu'il ne s'en souvenait, une longue structure basse à 4 travées de service et une partie administrative. La peinture était passée, mais intacte, et la toiture semblait robuste. Lucas gara sa Renault 4 et fit le tour, remarquant des détails qui lui avaient échappé. Construit dans les années 50, le garage avait été méticuleusement entretenu. Les vitres étaient nettes, les gouttières propres, et les portes de garage fonctionnaient sans effort. L'intérieur était d'une propreté clinique. 4 ponts élévateurs, des servantes d'atelier à faire pâlir d'envie le plus équipé des mécaniciens, et des établis d'une organisation quasi militaire. Lucas caressa la surface d'un établi, sentant le poli de décennies de labeur. Ce n'était pas un lieu à l'abandon, mais un temple de la mécanique. Le 3e établi se trouvait au fond. Lucas s'accroupit pour inspecter les tiroirs. Les 2 premiers s'ouvrirent sans résistance, révélant un rangement impeccable. Le 3e coinçait. En forçant, il perçut un léger mouvement. Glissant sa main dessous, il sentit un bout d'adhésif et un objet métallique. La clé en laiton, bien que vieille, était en parfait état. Longue de 8 cm, sa tête ouvragée suggérait une serrure d'importance. Que pouvait-elle bien ouvrir? Il passa l'heure suivante à sonder le garage, en vain. Pas de coffre, pas de porte dérobée. Le bureau contenait des archives et des manuels, mais rien qui ne corresponde à la clé. Il commençait à croire à une lubie de vieillard quand son regard fut attiré par une anomalie sur le mur du fond. La maçonnerie en parpaing était homogène, à l'exception d'une zone près d'un coin. Les parpaings y étaient d'une couleur légèrement différente. En pressant contre le mur, il sentit une infime souplesse, comme un vide derrière. Avec une lampe de poche, il examina la paroi de plus près. La démarcation de couleur dessinée en fait le contour d'une porte, si bien ajustée qu'elle en était quasi invisible. En tâtonnant le long du joint, il découvrit une petite serrure dissimulée derrière un parpaing descellé à hauteur d'épaule. La clé en laiton y pénétra sans effort, et le déclic des peines résonna. Il poussa, et un PAN de mur pivota sur des gonds silencieux, dévoilant un passage plongeant dans les ténèbres. Le cœur battant, Lucas éclaira le couloir. Des marches de pierre menaient à un espace plus vaste, 3 mètres plus bas. Un air frais et sec s'en exhalait, chargé d'effluves de cuir et de cire à polir. Il descendit avec précaution. Au bas des marches, sa lampe balaya une scène qui lui coupa le souffle. Des voitures. Des alignements de voitures, chacune protégée par une housse sur mesure, dans un garage souterrain bien plus grand que celui en surface. Il fit jouer le faisceau lumineux sur les silhouettes, devinant des courbes mythiques. Il trouva un interrupteur et l'actionna. Une lumière crue inonda l'espace. Le spectacle était sidérant. Le caveau souterrain était gigantesque, au moins 3 fois la surface du garage, creusé à même la roche et protégé par des isolants. Des déshumidificateurs ronronnaient dans les coins, assurant une atmosphère contrôlée. Le sol en béton ciré et les poutres d'acier témoignaient d'une construction de grande envergure. Mais c'étaient les voitures qui le paralysaient. Il s'approcha de la plus proche, souleva la housse et découvrit une Ferrari 250 jetée d'un rouge immaculé. La suivante était une Porsche 356 argentée, puis une Mercedes 300 SL noire aux portes papillons iconiques. Il erra, hébété, de découverte en découverte. Une Bugatti Type 57 Atlantique de 1938, à la carrosserie d'aluminium poli comme un miroir. Un prototype de Shelby Daytona coupé, qu'il croyait n'exister que dans les livres. Une Mercedes 300 SL Gullwing de 1955, qui semblait n'avoir jamais roulé. Une Ferrari 250 GTO, le Graal de tout collectionneur. 37 véhicules en tout. Chacun un monument de l'ingénierie et du design. Certains lui étaient familiers, vus dans des magazines, des mythes à plusieurs millions d'euros. D'autres étaient d'une rareté absolue, des pièces uniques qui marquaient l'apogée de leur art. Au fond, un petit bureau était aménagé, ses murs couverts de photos, de certificats d'authenticité et de dossiers de provenance. Un grand registre en cuir était ouvert. Lucas le parcourut. Des notes manuscrites de pierre détaillaient chaque acquisition, chaque intervention. La dernière entrée datait de 6 mois, collection au complet. 37 véhicules. Valeur estimée, 175 millions. Préparer le transfert. Lucas s'affaissa sur la chaise de pierre,
le chiffre tourbillonnant dans son esprit. 175 millions d'euros. Une somme inconcevable. Plus que les finances de Val de Grey depuis sa création. Il était le propriétaire d'une collection plus riche que le budget de certaines nations. Mais pourquoi? Pourquoi Pierre avait-il amassé ce trésor pour le cacher, au lieu d'en vendre une seule pièce pour vivre dans l'opulence? Pourquoi avoir laissé son village s'éteindre, assis sur une fortune qui aurait pu le ranimer? Son téléphone sonna. Un message de l'école. Chloé était malade, il devait venir la chercher. Il referma le caveau, l'esprit en chaos, et reprit la route. Les façades décrépites, les pancartes rouillées, les silhouettes courbées des habitants, tout prenait un sens nouveau. Il détenait le pouvoir de tout changer. Une seule de ses voitures suffirait à effacer les dettes du village, à relancer l'économie. Il pourrait offrir à Chloé l'avenir dont elle rêvait, l'envoyer dans la meilleure école, lui acheter une maison dans un lieu où les rêves ne sont pas limités par les finances. Mais les mots de Pierre le hantaient, certains trésors se partagent, ils ne se vendent pas. Que voulait-il dire? Et pourquoi avait-il ce pressentiment que le mystère ne faisait que commencer? En arrivant à l'école, son reflet dans le rétroviseur le frappa. Le mécanicien aux mains sales était toujours là, mais son regard avait changé. Pour la première fois depuis des lustres, Lucas Duval avait l'air d'un homme face à un horizon de possibilités. Lucas passa son week-end à estimer la valeur des voitures en ligne, son ordinateur surchauffant. Chaque recherche le laissait plus étourdi. La Mercedes 300 SL Gullwing de 1955, à elle seule, valait entre 8 et 12 millions d'euros. Une seule voiture, plus que ce que la plupart des gens gagneraient en une vie. Chloé, remise de son indisposition, le trouva le dimanche au milieu de feuilles imprimées et d'écrans, son café oublié. « Papa, on dirait que tu as vu un revenant », dit-elle en grimpant sur ses genoux et en regardant une photo de Ferrari 250 GTO. « Peut-être bien, ma puce. » Il referma l'ordinateur. « Dis-moi, si tu trouvais un trésor, qu'en ferais-tu » Chloé y réfléchit avec un sérieux de philosophe. « Je le partagerai avec ceux qui en ont besoin, comme dans tes histoires, où les gentils pirates aident toujours le village. » La sagesse des enfants. Lucas la serra contre lui. « Et si c'était compliqué? S'il y avait des règles? » « Alors, j'essaierai de comprendre les règles d'abord, » répondit Chloé avec logique. Madame Patisson dit qu'il faut toujours connaître les règles du jeu avant de jouer. Le lundi matin, la première visite liée à l'héritage se présenta. Valérie Leclerc frappa à 7h30, un café fumant à la main, l'air anxieux de quelqu'un qui s'apprête à demander un service. Lucas la connaissait de vue. La bibliothécaire du village, à peu près son âge, des yeux bruns vifs, des cheveux grisonnants noués en une queue de cheval. Ils avaient été au même lycée, mais dans des mondes différents. Elle avait été l'une des rares à venir aux funérailles de Marion sans y être contrainte. « J'espère ne pas vous importuner, » dit-elle, lui tendant le café. « J'ai appris pour le garage de Pierre, et je me demandais si vous n'auriez pas besoin d'aide pour les archives. » Il accepta le café. Les archives? Une propriété si ancienne, surtout avec la réputation de Pierre, peut contenir des documents importants. Des papiers de famille, des registres. Utiles pour la suite, quelle qu'elle soit. Son ton laissait entendre qu'elle en savait plus. Il l'observa. Elle évitait son regard. « Que savez-vous de Pierre » demanda-t-il. Valérie parut soulagée. Probablement plus que la plupart des gens. En tant qu'historienne locale, son nom revient souvent. Il a été impliqué dans des projets que beaucoup ont oubliés. Quel projet? Le développement local. Dans les années 60 et 70, à l'apogée de l'aciérie, Pierre a financé l'école technique, l'agrandissement de la bibliothèque, les terrains de sport. Toujours anonymement. Personne ne savait d'où venait l'argent. Une pièce du puzzle se mit en place. Il avait de l'argent. Mais au début des années 80, tout s'est arrêté. Les dons ont cessé, Pierre s'est isolé. On a pensé à la faillite, mais les impôts et les factures étaient toujours payés. Il était là, mais invisible. Elle se rapprocha, baissant la voix. « Lucas, je crois que Pierre préparait quelque chose de grand. J'ai trouvé des allusions dans de vieux comptes rendus municipaux, des bribes de conversation sur un fonds d'avenir, un projet d'héritage. Rien de concret, mais assez pour me convaincre qu'il n'avait pas juste disparu.
Il attendait. Quoi donc? Peut-être la bonne personne pour prendre la relève. Quelqu'un qui partagerait sa vision. Lucas posa son café, sa décision prise. Voulez-vous voir ce que Pierre m'a laissé? Le trajet fut silencieux. Quand Lucas lui révéla le caveau souterrain, elle eut un hoquet de surprise. Grand Dieu, murmura-t-elle, déambulant parmi les voitures comme dans une chapelle. Lucas, réalisez-vous ce que c'est? Une fortune. C'est un musée. Ce ne sont pas que des voitures de luxe. C'est un panorama de l'innovation automobile. La Bugatti Atlantique, l'une des 4 au monde. Le prototype Shelby, un morceau d'histoire. La Mercedes Gullwing, une révolution. Elle se dirigea vers le bureau et examina les documents. Regardez. Certificat, facture, assurance. Pierre n'était pas un simple collectionneur. C'était un conservateur. Une archive vivante. Lucas la rejoignit. Des photos montraient un Pierre plus jeune, travaillant sur ses voitures, participant à des rallyes. C'était sa vie, dit Valérie. Ses polices d'assurance. Chaque voiture est couverte pour sa valeur maximale, pour 10 ans. Il ne les cachait pas par nécessité. Il les protégeait. De quoi? Elle lui montra une coupure de presse de 1982, vol d'une collection de voitures de prestige. L'article relatait le cambriolage d'un garage dans un département voisin. Pierre a dû lire ça, dit-elle. C'est sans doute là qu'il a décidé de construire le caveau. Il a compris que la visibilité rendait ses trésors vulnérables. Lucas observa une photo de Pierre près de la Mercedes 300 SL. Il semblait fier, mais une ombre de tristesse se lisait sur son visage, comme s'il savait que la beauté pure attire la convoitise. Il y a autre chose, dit Valérie, sortant une chemise marquée, confidentielle, développement économique Val-de-Gris. À l'intérieur, des plans et des projections pour transformer le garage en un centre de formation. Institut du patrimoine automobile, l'ULUCA. Enseignement des techniques de restauration traditionnelle. Pierre voulait en faire une école, réalisa Valérie. Former des artisans, attirer le tourisme, créer des emplois non délocalisables. La collection n'était pas le trésor. C'était le manuel. Lucas s'assit, abasourdi. Pierre n'était pas un ermite. C'était un visionnaire, qui avait planifié un avenir pour sa communauté. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait lui-même? Peut-être qu'il savait ne pas avoir les compétences requises. Pierre était un conservateur, pas un formateur. Il fallait quelqu'un qui sache enseigner le travail manuel. Quelqu'un qui connaisse la difficulté, qui sache construire à partir de rien. Leurs regards se croisèrent. Lucas sentit le poids de la mission s'abattre sur lui. Pierre lui avait légué bien plus qu'une fortune. Il lui avait confié un héritage. Les rumeurs se propagèrent comme une traînée de poudre. Le mardi, le bistrot ne parlait que de ça. Le mercredi, les vautours arrivèrent. Lucas travaillait sur la Renault de Madame Patisson quand une berline allemande rutilante se gara. Un homme d'une 50aine d'années, en costume impeccable, en descendit. « Monsieur Duval ?» Nicolas Simon, de Simon Classique Automotive. Je représente des collectionneurs très intéressés par votre récente acquisition. Lucas s'essuya les mains avant de lui serrer la sienne. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Le sourire de Simon était celui d'un professionnel. Allons. Pierre Dubois était une légende discrète. Nous savons ce qu'il possédait, et nous sommes prêts à vous faire une offre substantielle. Je n'ai encore rien décidé. Évidemment. Mais maintenir une telle collection est un gouffre financier. L'assurance seule doit être astronomique. Vendez à des gens qui sauront en prendre soin. Il sortit une carte et un dossier. Voici une première évaluation. Prudente. Nous parlons de 40 à 50 millions. Mes clients sont prêts à monter à 60 millions, cash, pour le lot. Rapide, propre, sans complications. 60 millions. De quoi assurer l'avenir de Chloé et aider tout le village. Mais l'insistance de Simon le rendit méfiant. Il me faut du temps. Naturellement. Mais ne tardez pas. Ces offres sont éphémères. Après son départ, Lucas ne put se reconcentrer. 60 millions.
Une solution à tous ces problèmes. Alors pourquoi se sentait-il comme Judas? Le jeudi, un autre genre de visiteur. Alors qu'il fermait, une camionnette et un pick-up d'arpenteur se garèrent. 3 hommes en bleu de travail et une femme en tailleur en sortirent. Monsieur Duval? Manon Petit, Horizon Développement. Nous avons appris pour votre héritage sur la D47. Lucas hocha la tête, las. L'équipement d'arpentage ne présageait rien de bon. Nous cherchons des opportunités de développement dans des communes comme la vôtre. La propriété de votre oncle est idéalement située et de taille parfaite. Parfaite pourquoi? Elle eut le même sourire carnassier que Simon. Pour un centre commercial. Grandes enseignes, restauration rapide, un hôtel. Des centaines d'emplois pour Val-de-Gris. Le garage, bien sûr, devrait être rasé. Mais nous vous offrons 2 millions d'euros pour le terrain. Clôture de la vente immédiate. Lucas pensa à la vision de Pierre, à son projet d'institut. Le bâtiment a une valeur historique. Sans doute, mais le sentimentalisme ne paie pas les factures. 2 millions, monsieur Duval. De quoi refaire votre vie ailleurs, offrir un meilleur avenir à votre fille. La menace voilée le fit se raidir. Je vais y réfléchir. Bien sûr. Mais ces opportunités ne se présentent qu'une fois. Après leur départ, Lucas resta sur le parking du garage, regardant le crépuscule. En 2 jours, on lui avait offert de quoi changer de vie. 60 millions pour les voitures, 2 millions pour le terrain. L'une ou l'autre de ces offres le mettrait à l'abri du besoin. Mais accepter, c'était trahir Pierre, détruire son œuvre, anéantir son rêve. C'était admettre que tout à Val-de-Gris avait un prix. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Lucas? C'est Jean Lambert. J'ai travaillé avec le père de Marion à l'aciérie. Lucas se souvint de cet homme doux, ancien contremaître. Bonjour, Jean. J'ai entendu pour l'héritage. Je voulais t'avertir. Ça jase. Les gens disent que tu es assis sur un trésor pendant qu'ils crèvent de faim. Lucas sentit son estomac se tordre. Ce n'est pas si simple. Je m'en doute. C'est pour ça que j'appelle. Je me souviens de Pierre. Un homme bien, toujours prêt à aider. Et je me souviens de ta Marion, un grand cœur elle aussi. Si Pierre t'a laissé ça, il avait une bonne raison. J'essaie de la trouver. Fais vite. Il y a une réunion du conseil municipal samedi. Officiellement, pour parler et développement économique. En réalité, pour te mettre la pression au sujet du garage. Lucas le remercia et raccrocha. Une réunion publique. La pression allait monter d'un cran. Avocat, politicien. La fin de la tranquillité. Il pensa à Chloé et à sa boîte à chaussures. Elle avait instinctivement caché ses trésors. Pierre avait fait de même, attendant le bon gardien. Lucas serait-il cet homme, ou céderait-il à la pression, vendant tout pour fuir? En traversant les rues désertes de Val-de-Gris, il prit sa décision. La réunion de samedi ne déciderait pas seulement de son avenir, mais de celui du rêve de Pierre. Il était temps de savoir de quel bois il était fait. Le vendredi, la visite fut encore plus importune. Stéphane Fournier arriva en convoi, comme un chef d'État. Lucas était à son garage, l'esprit tourné vers la réunion, quand les SUV noirs se garèrent. Fournier inspecta les lieux comme un rapace. Monsieur Duval? Stéphane Fournier, de Fournier Capital Management. Nous avons des intérêts communs. Lucas sortit, remarquant les gardes du corps qui se déployaient. Ce n'était pas une visite amicale. Je ne crois pas, monsieur Fournier. Le sourire de Fournier resta imperturbable. Ma société aide les gens comme vous à gérer des héritages inattendus. Les gens comme moi? Les prolétaires qui se retrouvent avec des actifs qu'ils ne peuvent gérer. Ça finit souvent mal. Lucas maîtrisa sa colère. Et vous êtes là pour m'éviter ça. Précisément. Vos offres précédentes sont ridicules. Ma société représente des investisseurs internationaux qui mesurent la vraie valeur de ce que Pierre Dubois a rassemblé. Il lui montra une présentation sur tablette. Les estimations étaient vertigineuses. 125 millions d'euros. C'est notre première offre pour la collection.
Nous pouvons virer 50% aujourd'hui. La somme lui donna le tournis. De quoi rebâtir Val-de-Grès. L'offre, bien sûr, exige une discrétion et une rapidité absolue. Mes clients n'aiment pas les complications. Lesquelles? Les impôts, les réglementations. Les autorités locales adorent s'en mêler. Mieux vaut agir vite, avant que la pression ne monte. La menace était claire. Fournier connaissait la réunion de samedi. C'était maintenant ou jamais. Il me faut du temps. Le sourire de Fournier devint une lame. Bien sûr. Mais notre offre est valable jusqu'à dimanche soir. Après son départ, Lucas retourna au garage de Pierre. Il descendit dans le caveau. Au fond, il remarqua une armoire murale qu'il n'avait pas vue, fermée par une serrure identique à la première. La clé de laiton l'ouvrit. À l'intérieur, des étagères de documents, des photos, et les plans originaux du garage. Daté de 1958, il montrait que le caveau avait été prévu dès le départ. Mais ce furent les photos qui le bouleversèrent. Des clichés en noir et blanc de Pierre travaillant avec d'autres hommes, portant tous les vêtements et insignes de l'aciérie. Pierre était l'un d'eux. Une photo montrait Pierre et d'autres hommes souriants, devant le chantier du garage. Au dos, première pierre de l'Institut du patrimoine automobile de Val-de-Grès, 15 mai 1958. Pierre Dubois, fondateur, dédié aux travailleurs de l'automobile. Le garage n'avait jamais été destiné à être une collection privée. C'était un projet public dès l'origine. Le caveau devait protéger les voitures jusqu'à ce que le moment soit venu. Un dossier, plan d'affaires, détaillait tout, programme de formation, apprentissage, développement du tourisme. La collection était la pierre angulaire d'un plan économique vieux de 50 ans. Mais une correspondance des années 60 révéla les obstacles, des élus locaux réfractaires, qui voyaient ce projet comme une folie. Frustré, Pierre avait décidé de tout cacher, en attendant des jours meilleurs. Je me demandais quand vous trouveriez ça. Il sursauta. Valérie Leclerc était là, avec une boîte en carton. Comment? La porte était ouverte. J'ai apporté des choses. Elle étala des archives municipales des années entre 50 et 60. Pierre a tout tenté pour obtenir le soutien de la mairie. Il offrait le terrain, le financement. Mais le conseil a refusé. Pourquoi? Le maire Durand disait que Val-de-Grès était une ville ouvrière, pas un site touristique. Il n'a pas compris le potentiel. Pierre avait des décennies d'avance. Alors il a continué seul, compris Lucas. Et il a caché les voitures, sachant que les mêmes qui avaient refusé son projet public convoiteraient son trésor privé. C'est ma théorie. Et je pense qu'il attendait un changement, un successeur qui comprendrait. Elle se rapprocha. Lucas, il y a plus. Je crois qu'il a laissé une feuille de route. Elle lui montra une carte de visite du concours d'élégance de Chantilly, annotée par Pierre. Il voulait y inscrire la Mercedes, dit Valérie. Le prix du Best of Show correspond exactement à la somme nécessaire pour régler les dettes et lancer l'Institut. Le cœur de Lucas s'emballa. Pierre avait tout prévu. Mais pour ça, il faut restaurer la Mercedes à la perfection, dit Lucas. C'est un travail colossal. Sauf si vous avez de l'aide, murmura Valérie. Sauf si vous ralliez les anciens de l'aciérie. Des hommes comme Jean Lambert. Lucas regarda les voitures. Ce n'était pas un trésor, mais un héritage. Un atelier, une école, une chance de tout reconstruire. La réunion de demain soir en déciderait. Il avait 24 heures pour choisir de se battre pour le rêve d'un autre. Le samedi matin était maussade. Lucas se réveilla tôt, l'esprit en ébullition. Dans la cuisine, Chloé construisait un diorama de château fort. Regarde, papa, les chevaliers protègent le trésor. Il admira les détails, les multiples défenses. Et si les méchants passent? Alors le trésor est partagé et vendu, dit-elle simplement. Et on oublie à quoi il servait. La sagesse d'un enfant. Il l'embrassa et partit pour le garage, où il avait rendez-vous avec Jean Lambert et d'autres anciens de l'aciérie. Jean arriva le premier, suivi d'Henri Moreau, l'ex-électricien, et de Marcel Bernard, le soudeur légendaire. Merci d'être là, dit Lucas. Ce que je vais vous montrer doit rester secret. Jean acquiesça. C'est ton héritage.
C'est à toi de décider. Il leur montra le caveau. Ils furent stupéfaits. Marcel caressa une Ferrari, murmurant des prières. Un tel travail du métal. C'est de l'art. Henri inspectait déjà les circuits. Ce n'est pas de la restauration, c'est de la conservation. Pierre a tout maintenu à l'état d'origine. Jean s'arrêta devant la Mercedes 300 SL. Je me souviens de celle-là. Pierre nous l'a montrée une fois, dans les années 70. Il parlait de l'inscrire à un concours. On le croyait fou de risquer un tel bijou. Il n'était pas fou, dit Lucas. Il leur expliqua le projet de Pierre, leur montra les plans. Ils étudièrent les documents avec une concentration d'experts. Ça peut marcher, dit Henri. La formation en restauration, c'est un créneau porteur. Marcel approuva. Les jeunes ne savent plus travailler le métal. C'est un savoir-faire qu'il faut préserver. Mais le travail est énorme, tempéra Jean. Rien que la Mercedes, pour un concours, c'est des centaines d'heures de travail. Et si on s'y mettait tous? Proposa Lucas. Si on demandait aux autres anciens? Une lueur s'alluma dans leurs yeux. Ces hommes, mis au rebut par l'économie, avaient une chance de faire revivre leurs compétences. On pourrait appeler José Martins, le maître usineur, et Robert Martin, le roi des moteurs. Jean formait déjà son équipe. Il nous faut du matériel. Pierre a tout laissé, dit Lucas. Du matériel de pro. Et un peu d'argent pour démarrer. Et la réunion de ce soir? Demanda Marcel. Ils vont te pousser à tout vendre. Lucas sentit le poids de la vision de Pierre. Alors il faut leur montrer qu'il y a une autre voie. Que ce projet peut tous nous sauver. Ils passèrent 2 heures à inspecter la Mercedes. Le moteur nécessitait une révision, l'intérieur un nouveau cuir, la peinture un polissage expert. 6 mois, conclut Jean. En s'y mettant soir et week-end, on peut être prêt pour Chantilly l'an prochain. Et si on gagne le Best of Show? Le prix couvre les dettes et lance l'Institut, confirma Henri. Le plan de Pierre est solide. Avant de partir, Jean prit Lucas à part. Ce soir, ça va être dur. Les gens sont à cran. Ils ne verront que l'argent facile. Je sais. Tu auras besoin d'alliés. Des gens qui se souviennent, qui ont encore de l'espoir. Tu seras là? Jean sourit, et le contremaître d'antan réapparut. Pour rien au monde. Et je ne viendrai pas seul. En rentrant, Lucas pensa à la promesse de Pierre, 50 ans plus tôt, d'aider les travailleurs. C'était à lui de l'honorer. Ce soir, le rêve de Pierre revivrait ou mourrait. Il espérait être à la hauteur. La salle des fêtes de Val-de-Gris était bondée. Lucas arriva avec Chloé et Valérie. Les conversations cessèrent. La mère, Marie Durand, une femme usée par des années de gestion du déclin, ouvrit la séance. Nous sommes ici pour discuter de la propriété du bois et de son impact sur notre communauté. Elle donna la parole à un visiteur, Stéphane Fournier. Fournier, en costume impeccable, prit le podium. Val-de-Gris a une opportunité unique. Grâce à l'héritage de Monsieur Duval, vous avez les capitaux pour un nouvel avenir. Il projeta des images de centres commerciaux. Mes clients sont prêts à acheter la collection pour 125 millions d'euros. De quoi revitaliser votre ville, créer des centaines d'emplois. La salle murmura, excitée. L'espoir illuminait les visages. Bien sûr, ajouta Fournier, cela demandera des aménagements. Et le garage actuel devra être démoli. Lucas se leva. Je n'ai pas accepté de vendre. Le silence tomba, glacial. La déception et la colère se lisaient sur les visages. Lucas, dit la mère, pense à l'intérêt général. C'est ce que je fais, répondit-il. Mais vendre n'est pas la solution. Fournier reprit la parole. Garder 37 voitures dans un garage n'aide personne. Leur place est chez des collectionneurs. Elles sont déjà parfaitement conservées, rétorqua Lucas. Et Pierre a toujours voulu qu'elles soient exposées ici, à Val-de-Gris. Il sortit le plan d'affaires de Pierre. Il n'a pas bâti une collection privée, mais la fondation d'un institut du patrimoine automobile, pour le tourisme, l'éducation et la préservation de nos savoir-faire.
C'est un beau rêve, dit la mère. Mais monsieur Fournier offre de l'argent, du concret. Ton plan a 50 ans. Et alors? Jean Lambert se leva. Les gens dans cette salle sont les mêmes qu'il y a 50 ans. Des travailleurs, des artisans. D'autres anciens de l'aciérie se levèrent avec lui. Pierre savait que notre vraie richesse, c'est notre savoir-faire, continua Jean. Ça ne se vend pas. Ça se transmet. La noblesse ne paie pas les impôts, lança Monique Leroy. J'ai besoin de solutions, pas de contes de fées. La foule approuva. Fournier sentit le vent tourner en sa faveur. C'est alors que Valérie Leclerc se leva, un dossier à la main. En fait, le plan de Pierre était très pragmatique. Elle brandit une police d'assurance jaunie. Trouvée aux archives. Souscrite par Pierre en 1963. Elle assure la collection au profit de la ville de Val-de-Gris. Stupéfaction. La police est toujours valide, continua Valérie. Valeur actuelle, 175 millions d'euros. Mais elle ne paie que si la collection reste intacte et sert un but éducatif et culturel, ici, à Val-de-Gris. Le chaos éclata. Le visage de Fournier était livide. Vendre la collection annulerait l'assurance, conclut Valérie. Et la ville perdrait le plus grand fonds de développement de son histoire. Le plan de Pierre était un coup de génie. Il avait lié la préservation de son trésor à la prospérité de sa ville. Faire le bien devenait l'option la plus rentable. Fournier se faufila vers la sortie. Rien n'est définitif, lança-t-il. Mais les regards avaient changé. Le désespoir avait fait place à une nouvelle possibilité. La réunion se termina en discussions animées. Lucas fut entouré, assailli de questions, d'offres d'aide. Pour la première fois, il ne se sentait plus seul. Alors, lui dit Jean en lui tapant l'épaule, on s'y met quand, sur cette Mercedes? Le formulaire d'inscription pour Chantilly arriva en mars, 8 mois plus tard. La Mercedes 300 SL, dans le garage supérieur, était un chef-d'œuvre, restauré par des mains expertes. Jean Lambert sortit de sous le capot, le visage maculé mais les yeux brillants. Allumage parfait. Le travail de José sur la culasse est une merveille. José Martins, l'ancien usineur, rayonnait. Robert Martin, qui avait passé des mois à refaire la sellerie à la main, admirait son travail. La Mercedes était devenue le symbole de la renaissance de Val-de-Gris. Le garage était devenu un centre de formation, l'Institut du patrimoine automobile de Val-de-Gris, dirigé par Lucas. Des jeunes apprenaient le métier aux côtés des anciens. Mais la bataille n'était pas finie. Stéphane Fournier continuait de les harceler juridiquement, cherchant la moindre faille. Des nouvelles des avocats? Demanda Valérie, devenue le bras droit de Lucas. Sophie Girard est confiante, répondit-il. Mais Fournier est tenace. Henri Moreau leva la tête de ses circuits. Qu'ils viennent. Cette voiture va lui clouer le bec. Le Best of Show à Chantilly était leur objectif. Le prix assurerait leur avenir. Papa, je peux aider? Chloé, 9 ans, en combinaison de mécanicienne, était la mascotte du projet. Qu'est-ce qu'on vérifie? Demanda Lucas. Elle inspecta la voiture avec un œil critique. Les chromes pourraient briller plus. Et un dernier coup de polish sur les jantes. Jean sourit. Elle a l'œil, la petite. Alors que l'équipe s'affairait, Lucas se sentit submergé par le doute. 8 mois plus tôt, il était au fond du trou. Aujourd'hui, l'avenir d'un village reposait sur ses épaules. Tu doutes? Valérie apparut avec 2 cafés. Tous les jours. Et si on n'était pas à la hauteur? Alors on recommencera l'an prochain. Pierre a attendu 50 ans. Il ne s'attendait pas à un miracle. La porte s'ouvrit sur Nicolas Simon, le collectionneur. Il inspecta la Mercedes avec un œil de connaisseur. Travail impressionnant. Qualité professionnelle. Il marqua une pause. Mais le talent ne suffit pas à Chantilly. La concurrence est rude. Vous êtes venu nous souhaiter bonne chance ou nous saper le moral? Le sourire de Simon était glacial. Je suis venu faire une dernière offre. Mes clients sont prêts à monter beaucoup plus haut. 200 millions pour la collection, 50 de plus pour le garage. 250 millions au total.
Offre valable jusqu'à dimanche. Après, si vous perdez à Chantilly. Les assurances, c'est si compliqué. Après son départ, Lucas était tourmenté. Tu n'y penses pas sérieusement? Dit Valérie. Je pense à 250 millions. De quoi changer la vie de tout le monde ici. Et après? Quand l'argent sera dépensé? Il savait qu'elle avait raison. Pierre avait choisi de préserver. C'était à son tour de choisir. Jean Lambert entra, une bouteille de champagne à la main. J'ai eu les organisateurs. On est inscrit. 15 août, à nous Chantilly. L'équipe exulta. On sabra le champagne. À Pierre Dubois, porta Henri comme toast. À Val-de-Gris, ajouta José. À l'avenir, conclut Jean. Lucas leva son verre, mais son esprit était déjà à Chantilly. Dans 5 mois, le rêve de Pierre serait mis à l'épreuve. Le champagne avait le goût doux amer de l'incertitude. Le 15 août, un soleil radieux illuminait le domaine de Chantilly. Lucas regardait Jean et Henri peaufiner la Mercedes. La semaine avait été une course contre la montre. Ils avaient transporté la voiture avec des précautions infinies. Maintenant, face aux Ferrari italiennes, aux Porsche allemandes, aux Jaguars britanniques, l'ampleur du défi le frappait. « Tu paniques ?» demanda Valérie. Un peu. Ils ont des moyens, une expérience. Nous avons quelque chose de plus, dit-elle. Un cœur. Une raison de gagner. Chloé arriva en courant. Les juges. C'était le moment de vérité. La juge Catherine Gauthier, le docteur Klaus Schmidt et James Davis s'approchèrent. Ils examinèrent la voiture avec une minutie clinique. Peinture exceptionnelle, nota Gauthier. Finition d'origine préservée. Très respectueux, commenta Schmidt. Le travail du cuir est remarquable. Où avez-vous trouvé ces artisans? Demanda Davis. Nous les avons formés, répondit fièrement Jean. L'intérêt de Gauthier fut piqué. Formés? Depuis quand votre institut existe-t-il? 8 mois, répondit Lucas. Les juges échangèrent un regard. 8 mois. Une éternité pour eux, une goutte d'eau dans ce milieu. Ambitieux, dit poliment le docteur Schmidt. Après 10 minutes d'inspection, ils partirent. Leur politesse distante n'augurait rien de bon. Alors? Demanda Chloé. On a fait de notre mieux, ma puce. Mais il craignait que cela ne suffise pas. L'après-midi, la foule se pressa pour la remise des prix. La cérémonie commença. Prix du public, meilleure restauration. Puis, prix de l'utilisation la plus innovante des techniques traditionnelles. À l'Institut du patrimoine automobile de Val-de-Gris pour leur Mercedes-Benz 300 SL. Un immense soulagement. Ce n'était pas le Graal, mais c'était une reconnaissance. Puis vint l'annonce des gagnants de classe. 3e place. Ferrari 250 GT. 2e place. Porsche 356. Le cœur de Lucas battait à tout rompre. Et première place, représentant une excellence en restauration communautaire. La Mercedes-Benz 300 SL de l'Institut du patrimoine automobile de Val-de-Gris. Ils avaient gagné leur classe. L'équipe explosa de joie. Mais l'annonce la plus importante restait à venir, le Best of Show. La compétition fut serrée, dit l'annonceur. Le prix du Best of Show est attribué à une voiture qui incarne non seulement l'excellence technique, mais l'esprit de préservation et d'éducation. Il fit une pause. La Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, restaurée par l'Institut du patrimoine automobile de Val-de-Gris. Lucas crut rêver. Chloé sautait de joie, Jean l'étreignait, Valérie pleurait. Ils avaient gagné. Contre toute attente. En montant sur scène pour recevoir le trophée, il pensa à Pierre, qui avait attendu 50 ans ce moment. Félicitations, lui dit la juge Gauthier. Votre restauration a une âme. Le docteur Schmidt ajouta, votre mission éducative a particulièrement impressionné le jury. C'est ce dont notre industrie a besoin. De retour auprès de son équipe, le trophée en main, il fut assailli de félicitations. Mais le plus beau moment fut quand Chloé lui dit, les yeux brillants, papa, oncle Pierre serait si fier. Oui, ma chérie, répondit-il.
Je le crois aussi. Le prix assurait leur avenir. La police d'assurance protégeait la collection. Val de Gris était sauvé, non par la vente de ses trésors, mais par la préservation de son héritage. Au coucher du soleil, Lucas sentit le poids de la responsabilité se muer en fierté. Le rêve de Pierre s'était réalisé. 1 an plus tard. Le garage était méconnaissable. L'Institut du patrimoine automobile de Val de Gris était un succès retentissant. Des étudiants venaient de partout pour apprendre des anciens de l'aciérie. Le tourisme automobile avait fait renaître le village. Papa, regarde. Chloé, 10 ans, présentait un modèle de différentiel qu'elle avait fabriqué. Sa compréhension de la mécanique était stupéfiante. Le succès avait transformé la vie de tous. Jean était instructeur en chef, Henri, Marcel et José transmettaient leur savoir, leurs compétences à nouveau reconnues et valorisées. Une jeune femme se présenta. Camille Nguyen, de la Fondation nationale du patrimoine automobile. Nous aimerions un partenariat. Elle proposa un financement, des programmes d'échange, des bourses. Votre institut serait notre fleuron. Lucas promit d'en parler au conseil d'administration, désormais une structure communautaire. Dans la galerie, il contempla la plaque de dédicace, point dédié à Pierre Dubois, qui a compris que certains trésors gagnent en valeur lorsqu'ils sont partagés, et que la plus belle restauration est le renouveau de l'espoir. Valérie, devenue conservatrice, le rejoignit. Le Musée national de l'automobile veut organiser une exposition itinérante. Quelle ironie! Les voitures cachées pendant 50 ans étaient maintenant désirées par les plus grands musées. Et Fournier? Ses avocats ont jeté l'éponge. Il a trouvé une autre proie, une collection d'avions dans le Massif central. Le soir, dans le bureau de Pierre, Lucas ajouta une ligne dans le vieux registre, sous la dernière entrée de son oncle. Transfert terminé. Il est temps de construire l'avenir. LD. Dehors, Val de Gris revivait. L'hôtel était complet, les restaurants pleins. Chloé, les mains encore tachées de cambouis, apparut. On rentre, papa? Il ferma le registre. Allons-y. En traversant la galerie, il songea au chemin parcouru. La Mercedes brillait, son trophée à ses côtés. Mais le vrai prix, c'était la renaissance d'une communauté, l'accomplissement d'un rêve vieux de 50 ans. Il éteignit les lumières, laissant les trésors de Pierre reposer jusqu'au lendemain, prêts à inspirer une nouvelle génération. Certaines choses, avait-il compris, valaient la peine qu'on attende pour elles.